Bonjour à tous, comment allez-vous? Voici la deuxième vidéo sur le château de Versailles. Nous continuons ensemble la visite de ce grand château. Nous voyons ici à l'horizon la ville de Versailles dont la population se monte à environ 86 000 habitants. La ville de Versailles est maintenant derrière nous et nous voyons à l'horizon le parc et les jardins de Versailles. Le château de Versailles est un établissement public qui emploie 900 personnes, dont 400 affectées à la surveillance. Il reçoit 3 millions de visiteurs par an dans le château même et 7 millions dans le parc. 70% des visiteurs sont des étrangers, paraît-il. Nous devons le château de Versailles essentiellement à 4 personnages. Jules Hardouin-Mansart et Louis Levaux, tous les deux architectes, Charles Lebrun, artiste peintre et décorateur, et André Lenôtre, jardinier du roi. Louis XIV a demandé essentiellement à 4 personnes de s'occuper de la construction et de l'aménagement du château de Versailles. Jules Hardouin-Mansart et Louis Levaux, architectes tous les deux, Charles Lebrun, artiste peintre et décorateur, et André Lenôtre, le jardinier du roi. Le château de Versailles, ce sont des chiffres impressionnants. 2300 pièces, 352 cheminées, 2143 fenêtres, 67 escaliers. En tout, 63 154 mètres carrés habitables, mais seulement 50 000 mètres carrés sont visitables. Le domaine de Versailles comprend 3 châteaux, Versailles, Grand Trianon et Petit Trianon, ainsi que plusieurs bâtiments situés en ville, comme la Grande et la Petite Écurie. Pour pouvoir s'isoler et n'être entouré que de quelques courtisans choisis, Louis XIV va faire construire dans le parc de Versailles, en 1670, le Grand Trianon. Aménagé à l'emplacement d'un ancien village, le nom va rester Trianon. Louis XV va tomber sous le charme de cet endroit et fera édifier en 1762 le Petit Trianon. Le Petit Trianon est l'un des lieux les plus raffinés de Versailles. Il fut offert par Louis XVI à Marie-Antoinette en 1774. La reine a modelé cette résidence et son domaine selon ses goûts. Elle fera aménager également le hameau de la reine. L'orangerie du château de Versailles a été construite par Louis Levaux dès 1663 et son emplacement est excellent. Elle est orientée plein sud. 20 ans plus tard, Jules Hardouin-Mansart double la longueur de cette première orangerie ainsi que sa largeur, pour en faire un immense édifice. Les murs de 4 à 5 mètres d'épaisseur, les doubles vitrages des baies et l'exposition plein sud permettent de maintenir l'hiver une température qui ne descend pas au-dessous de 5 degrés. Orangers du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, citronniers, lauriers roses, palmiers ou encore grenadiers, certains ont plus de 200 ans, et tous ces arbustes
sont conservés l'hiver dans l'orangerie et mis le reste du temps dans le jardin. À l'époque, Louis XIV a rassemblé tous les orangers des maisons royales et acheté beaucoup de nouveaux arbustes en Italie, en Espagne et au Portugal. Il en recevait également en cadeau de la part des courtisans qui voulaient se faire bien voir par le roi. Parlons maintenant des jardins de Versailles. André Le Nôtre a aménagé, en collaboration étroite avec Louis XIV, le parc du château. C'est un vaste jardin régulier aux formes géométriques. 2013 était l'année du 400e anniversaire de la naissance d'André Le Nôtre. Le parc du château de Versailles fait plus de 800 hectares. Il en faisait 8000 avant la Révolution française. Il est entouré de 20 kilomètres de murs de clôture. Et pour parcourir ce parc, il y a 43 kilomètres d'allées. Les jardins, quant à eux, s'étendent sur 100 hectares. Il y a plus de 50 fontaines et 20 kilomètres de tuyaux. Nous avons ici une vue de l'allée royale et du Grand Canal qui s'étend à l'horizon. Nous voici devant des jardins à la française typiques, c'est-à-dire un jardin régulier aux formes géométriques. Les jardins à la française ou jardins classiques ont été créés au XVIIe siècle par des architectes jardiniers dont le plus connu est André Le Nôtre. Le jardin est conçu pour qu'on puisse le voir s'étendre au loin depuis le château. Son tracé est géométrique, souvent symétrique, et constitué de parterres, de bosquets et de bassins avec des statues et des jets d'eau féeriques. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a plus de 50 fontaines et 20 kilomètres de tuyaux. L'eau joue un rôle essentiel dans la conception et la décoration du parc de Versailles. Le spectacle des grandes eaux, où tous les jets d'eau se mettent en marche en même temps, est un moment féerique de la vie des jardins de Versailles. À l'époque de Louis XIV, il y avait près de 1400 jets d'eau. Maintenant, il n'y en a plus que la moitié. Pour alimenter l'immense machinerie hydraulique qui anime les fontaines, il faut trouver de l'eau et la stocker dans des points hauts afin d'obtenir la pression nécessaire. Pour la première fois de l'histoire, André Le Nôtre, architecte jardinier, va demander à des ingénieurs, à des scientifiques de réfléchir ensemble pour créer des tuyauteries, des bassins et permettre ainsi cette féerie des eaux. À l'époque de Louis XIV, le jardin n'était pas réservé à la cour. Tout le monde pouvait se promener et profiter des jardins, à l'exception des prostituées. La seule condition était d'être bien habillé. Ici, nous voyons le bassin d'Apollon qui est au bout de l'allée royale et juste avant le Grand Canal. Le symbole choisi par le roi Louis XIV est le soleil. Le parc est structuré
autour d'un axe est-ouest qui rappelle deux directions, le lever et le coucher du soleil. La chambre du roi est bien sûr à l'est pour symboliser le lever du soleil. Les pièces principales du château de Versailles ne sont pas encore finies, mais Louis XIV installe la cour à Versailles à partir de 1682. Au château de Versailles, chaque jour a lieu la cérémonie du lever de Louis XIV. Chaque matin, des courtisans choisis assistent au lever du roi à 8h30. Voici une peinture montrant cette cérémonie du lever du roi. Après avoir pris son petit déjeuner, le roi règle les affaires urgentes dans le cabinet du conseil. À partir de la mort de Mazarin, le 9 mars 1661, le jeune Louis XIV prend personnellement la direction des affaires du royaume. Suivant les conseils du cardinal, il ne choisit pas de principal ministre et il préside lui-même les séances hebdomadaires du Conseil, où siègent les conseillers d'État, les ministres et secrétaires d'État. Louis XIV présidera ce conseil jusqu'à la fin de son règne. Louis XIV est un grand mécène. En 1862, Colbert, ministre du roi, a pour la première fois en France l'idée d'établir le mécénat d'État. Les artistes reçoivent de l'argent de l'État et sont encadrés par un réseau d'académies. En échange, ils doivent glorifier le roi. Les académies jouent donc un rôle important au XVIIe siècle dans le mécénat car elles permettent d'encadrer les artistes. Ces académies sont l'Académie royale de peinture et de sculpture, la plus ancienne, fondée en 1648 et réformée en 1663, l'Académie des inscriptions ou des médailles, fondée en 1663, l'Académie royale de danse, en 1663 aussi, l'Académie de France à Rome, en 1666, l'Académie des sciences, en 1667, l'Académie des opéras, en 1669, qui deviendra l'Académie royale de musique en 1672, l'Académie d'architecture en 1671 et l'Académie française qui sera réformée en 1672. Ici, sur cette peinture, on voit Colbert présenter des membres des sciences à Louis XIV en 1667. Parmi toutes ces académies, concentrons-nous sur l'Académie royale des sciences. Le 21 juin 1667, Louis XIV ordonne la création de l'Observatoire de Paris et de l'Académie royale des sciences pour accueillir académiciens et savants. Cette Académie royale des sciences va devenir un modèle pour toute l'Europe. Au XVIIIe siècle, la plupart des cours d'Europe vont imiter le modèle des académies royales à Paris. La Royal Society de Londres comme celle de Rome ou Florence. Pierre le Grand constituera en 1725 l'Académie des sciences de Russie et invitera un géographe français, Joseph-Nicolas Delisle, à se joindre à ses membres. Le futur roi a reçu une éducation conventionnelle décidée par Mazarin. Mais malgré de nombreux précepteurs, Louis n'était pas un élève appliqué.
Le latin, l'italien, les mathématiques et l'histoire ne l'intéressaient pas beaucoup. En revanche, il se passionnait pour la peinture, l'architecture, la musique et surtout la danse. Il dansait au moins 2 heures chaque jour en compagnie de maîtres reconnus et est devenu un très grand artiste dans cette discipline. En 1653, à l'âge de 15 ans, Louis a triomphé dans le Ballet royal de la nuit où il a interprété 6 rôles différents. Voici un de ses costumes sur scène, celui d'Apollon. En tant que grand mécène, Louis XIV protège et fait travailler beaucoup de savants, d'écrivains et d'artistes, comme Molière, auteur de pièces de théâtre et comédien, Racine, auteur de pièces de théâtre et poète, Lully, musicien et créateur de l'opéra-ballet, Descartes, philosophe, physicien et mathématicien, Pascal, mathématicien, physicien et philosophe, Boileau, homme de lettres, poète et traducteur. Voici une peinture représentant Louis XIV et Molière déjeunant à Versailles. Molière est le nom d'artiste. Son vrai nom est Jean-Baptiste Poquelin. Il est né à Paris le 15 janvier 1622 et est mort le 17 février 1773. C'est le plus célèbre comédien et dramaturge français. Avocat à 18 ans, Molière rencontre Madeleine Béjart, qui en a 24, et qui est directrice d'une troupe de théâtre déjà connue. Molière quitte tout pour suivre sa vocation de comédien. Il a mis en scène dans ses comédies toutes les classes sociales, tous les caractères et toutes les formes de langage, du plus précieux au plus populaire. Connaissez-vous l'avare, les précieuses ridicules, le tartuffe, les fourberies de Scapin, etc., etc. J'aimerais vous présenter ce film très célèbre d'Ariane Munchkine qui s'intitule Molière. Ce film est sorti en 1978 et il explique la vie de Molière de ses débuts modestes à la gloire royale. Un deuxième film sur Molière est sorti en 2007. Voici le synopsis. Vers 1645-1646, avant le départ de la troupe de Molière pour une tournée en province qui va le rendre célèbre dans toute la France, Molière disparaît pendant plusieurs mois. Les historiens ne savent pas ce qui est arrivé à Molière pendant ce temps. Le réalisateur du film a choisi d'imaginer cette période de sa vie. Connaissez-vous Jean de La Fontaine, qui est un contemporain de Molière? C'est un poète français de grande renommée, principalement pour ses fables, les fables de La Fontaine. Jean de La Fontaine a marqué le XVIIe siècle grâce à ses fables, mais il n'a jamais eu l'appui de Louis XIV pour diverses raisons. Il a écrit presque 250 fables et mis en scène 125 animaux. La fable est un genre littéraire très ancien. Pendant l'Antiquité, Ésope a rédigé de courtes histoires mettant en scène des hommes et des animaux. Le récit s'achève toujours sur une morale pour faire réfléchir le lecteur. Voici à gauche une fable de La Fontaine qui s'intitule Le corbeau et le renard.
Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit : « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Voici un film sur Jean de La Fontaine qui s'intitule Le Défi et qui est sorti en 2006. Ce film retrace la vie de Jean de La Fontaine et explique pourquoi il a été mal aimé par Louis XIV. Versailles possède un opéra royal, mais il n'existait pas du temps de Louis XIV. Il avait été prévu dès 1682 et le roi avait chargé Jules Hardouin-Mansart de dresser les plans de cette salle. Les travaux ont commencé en 1685, mais ils furent interrompus en raison des guerres et des difficultés financières. La construction de cet opéra a commencé en 1768 sur l'ordre du roi Louis XV, le petit-fils de Louis XIV, et il fut inauguré le 16 mai 1770, après 2 ans de travaux. Il peut accueillir plus de 700 spectateurs. C'est l'une des plus belles et des meilleures salles d'opéra au monde. Les dispositions de cette salle favorisent la vision et l'audition. L'acoustique y est particulièrement extraordinaire, car construite entièrement en bois, elle résonne comme un violon. Voici le plan de l'Opéra royal de Versailles. La vision est parfaite de tous les endroits de cette salle. Il n'y a pas d'angle mort. Dans le domaine de Versailles, il existe également le théâtre de la Reine. C'est un théâtre construit pour la reine Marie-Antoinette qui a été inauguré en 1780, 10 ans après l'ouverture de l'Opéra royal du château de Versailles. Ce théâtre se trouve au Petit Trianon. La scène est 2 fois plus grande que la salle et la machinerie est complexe et très moderne pour l'époque. De 2013 au printemps 2016, de grands travaux de rénovation ont eu lieu au pavillon Dufour. Ce sont les plus grands travaux jamais effectués depuis 2 siècles. Le pavillon Dufour se trouve à l'aile gauche de la façade du château de Versailles. Cette aile du château est maintenant réservée à l'accueil des visiteurs individuels. Le sous-sol et le rez-de-chaussée du pavillon Dufour sont maintenant des lieux d'accueil pour le public. Cette nouvelle structure a ouvert au public en février 2016. Au sous-sol et au premier étage du pavillon Dufour, 8 millions de visiteurs transitent chaque année.
Voici ici le pavillon du Four. Les numéros 4 et 5 sont réservés à l'accueil des visiteurs. Le numéro 3, au premier étage, c'est un restaurant de 600 mètres carrés. Le numéro 2, c'est un auditorium ou une salle de conférence de 220 places. Et le numéro 1, c'est l'entrée de cette salle de conférence. Voici l'auditorium ou la salle de conférence qui a 220 places. Elle se trouve au deuxième étage. Au premier étage du pavillon du Four, il y a le restaurant d'un chef français très renommé. Ce restaurant s'appelle Oré, qui signifie bouche en latin. Connaissez-vous quelques grands chefs français? Alors, par exemple, Joël Robuchon, Alain Ducasse, Paul Bocuse, les frères Troisgros, Jean et Pierre, Michel Troisgros, Pierre Gagnère, Marc Véra, Bernard Loiseau, Alain Passard, Anne-Sophie Pic, Hélène Darroze, Michel Bras, Éric Fréchon, Yannick Allenot, mais il y en a encore beaucoup d'autres. En 2015, le magazine Le Chef a publié pour la première fois le classement des 100 chefs au monde établi par 512 chefs étoilés, 2 étoiles et 3 étoiles. 6 grands chefs français se trouvaient dans le top 10. Pierre Gagnère, Paul Bocuse, Alain Ducasse, Michel Bras, Éric Fréchon, Yannick Allenot. Dans le top 100, il y avait en tout 33 chefs français. Depuis 2015, ce magazine publie chaque année le classement des 100 chefs. Voici donc le restaurant d'Alain Ducasse au château de Versailles. Il s'appelle Oré. Voici le grand chef étoilé Alain Ducasse. Nous voici maintenant dans son restaurant. Dégustons tout d'abord le petit déjeuner. Voici un plat principal du déjeuner ou du dîner qui a l'air bien appétissant. Voici un autre plat principal, tout aussi appétissant. Regardez bien l'assiette, s'il vous plaît. On y voit le soleil, n'est-ce pas? Et voici quelques desserts qu'on aimerait bien goûter, n'est-ce pas? Lors de la visite du président russe Vladimir Poutine au château de Versailles, visite dont nous avons parlé dans la vidéo précédente, ils ont pu déguster un repas préparé par Alain Ducasse. On le voit ici, près du président Emmanuel Macron. Tous les samedis et dimanches, de mi-mai à mi-octobre, on peut profiter des grandes eaux musicales et des jardins musicaux partout dans le parc de Versailles. Au rythme de la musique du roi Soleil, nous pouvons admirer les différents jets d'eau. Il y a aussi les grandes eaux nocturnes. Tous les samedis soirs, pendant l'été, pendant 2h30, on peut admirer les jets d'eau et les lumières au rythme de la musique de Louis XIV, jusqu'au grand feu d'artifice final. Et il y a beaucoup de monde qui y assiste.
de la musique, de la lumière, des jets d'eau. C'est un spectacle fantastique. La soirée se termine par un gigantesque feu d'artifice. Chaque année, ces spectacles nocturnes ont lieu, et ce, depuis 2007. Voici le site internet du château de Versailles pour y réserver et y acheter votre billet. Attention, l'accès au château et au domaine de Trianon est gratuit pour les moins de 18 ans ou les moins de 26 ans qui résident dans l'Union européenne. Il y a beaucoup de billets et de tarifs différents, mais je vous en ai choisi 3. Tout d'abord, le passeport. C'est un billet qui donne accès à l'ensemble du domaine de Versailles, c'est-à-dire le château, le domaine de Trianon, des expositions temporaires, les jardins du château et le parc. Le tarif est 27 €. C'est un tarif qui permet de voir les grandes eaux musicales et jardins musicaux le samedi et le dimanche, sans supplément. Le billet château coûte 18 €. Il permet l'accès au château, aux expositions temporaires, au jardin du château, mais attention, pas le samedi ni le dimanche, et au parc. Et enfin, le billet domaine de Trianon et exposition qui coûte 12 € et qui donne accès au domaine de Trianon, aux expositions temporaires, au jardin du château, mais ni le samedi ni le dimanche, et au parc. Pour ceux qui sont intéressés seulement par les grandes eaux musicales, il y a un billet. Le prix est 9,50 €, mais pour les étudiants et pour les jeunes de 6 ans à 17 ans, il est à 8 €. Il y a également un billet pour les grandes eaux nocturnes seulement. Celui-ci donne accès au jardin en soirée de 20h30 à 23h05, de mi-juin à fin septembre. Le tarif est 28 €, mais là encore, pour les jeunes de 6 à 17 ans, ainsi que pour les étudiants, il est de 24 €. Alors, parmi tous ces billets présentés, en avez-vous choisi un ou deux? Notre visite du château de Versailles est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup et n'hésitez surtout pas à revoir les 2 vidéos consacrées au château de Versailles.